Bonjour Xavier Pavie. Bonjour. Et merci de nous retrouver dans cette émission. Vous êtes professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination et chercheur à l'université Paris-Nanterre et également auteur d'une dizaine d'ouvrages, plus particulièrement sur la philosophie des exercices spirituels, notamment le choix d'exister aux belles lettres ou encore l'innovation à l'épreuve de la philosophie au PUF. Alors, votre parcours est assez singulier puisque vous êtes à la fois un philosophe et vous avez étudié la gestion. Comment vous faites le lien dans des disciplines a priori assez éloignées ? Oui, la philosophie s'est toujours intéressée à l'homme et la question de la gestion, la question de l'économie est une question évidemment quotidienne. On oublie souvent parfois que de grands philosophes, les anciens, ça peut être des gens comme Épictète, comme Sénèque, comme Cicéron, etc., étaient des gens du quotidien. Cicéron et Sénèque par exemple, avaient hérité de son père, il faisait de la gestion de fortune et ils avaient évidemment une activité quotidienne près de l'économie de manière extrêmement claire. Nous avons probablement trop, en tant que philosophes, été écartés des questions de la gestion, des questions de l'économie, mais à l'évidence, il y a un lien très fort, et je dirais même plus qu'il y a peut-être un devoir philosophique, je ne parlerai pas encore de devoir moral, mais un devoir philosophique d'aller se confronter justement à ce qui est du quotidien. L'économie, l'innovation, la gestion, c'est du quotidien. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages dans lesquels vous vous référez aux écoles philosophiques antiques et vous rendez compte d'un aspect de la philosophie qui est bien concret, celui de la pratique philosophique à côté de la théorie. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? La philosophie est avant tout une question comment je dois me comporter et également un mode de vie. Cette question de comment je dois me comporter et le mode de vie appelle la difficulté que nous avons à vivre, pour plein de raisons. Nous sommes soumis à des passions, nous cherchons, que ce soit la gloire, le pouvoir, la fortune, ou des peurs, la mort, la maladie, etc. Comment se comporter face à ces enjeux, ces questionnements ? Et donc la philosophie a des réponses pratiques, de manière très concrète. Comment se comporter ? C'est ce que l'on va appeler des exercices spirituels, vous l'avez dit en introduction, c'est la capacité des individus à essayer de travailler sur eux-mêmes en fonction de ce que leur ont dit, par exemple, leurs grands maîtres. J'ai cité Sénèque, j'ai cité Épictète, on pourrait citer Marc Aurèle, on pourrait citer les cyniques, on pourrait citer des épicuriens, par exemple, qui vont en effet apporter une forme de théorie, en disant voilà comment il s'agirait de se comporter. À ce titre-là, ils vont nous donner une sorte de clé, on va dire une boîte à outils. Certains philosophes appelaient ça même le poignard, parce qu'il fallait toujours avoir ces phrases, ces sentences, cette spiritualité avec nous. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les questions religieuses. La spiritualité ici, c'est une question de travail sur soi, travail sur son âme, travailler sur son esprit pour savoir comment réussir à se comporter. Eh bien, il y avait des phrases, par exemple, que je peux vous donner de manière très concrète. Il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui n'en dépendent pas, par exemple. De manière très concrète, encore une fois, si on veut apporter le sujet du travail, si je n'ai pas une promotion et j'ai tout fait pour pouvoir l'obtenir, ça dépendait de moi d'essayer de l'obtenir, ça ne dépend pas de moi de ne pas l'avoir. Et donc, à ce titre-là, j'ai une forme de détachement qui permet de me dire je ne vais pas mal vivre pour autant. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une question pratique très forte et il est important toujours de préciser que la philosophie, depuis l'Antiquité, a une recherche avant tout pratique. Il s'avère qu'on ne peut pas simplement pratiquer sans apprentissage, sans théorie, et c'est pour ça qu'on dit de manière un peu technique, il y a à la fois la théoria et la praxis. Voilà. Je vais essayer de me tourner vers nos invités de la première partie de l'émission pour les faire réagir. Est-ce que ça vous parle, Fabrice Angéi, cette philosophie adaptée à la vie quotidienne ? Oui, la philosophie, ça parle toujours. Après, donc, c'est la question de la responsabilité de l'individu. Donc nous, on est plus sur la question collective, la question des grands ensembles, donc des grands équilibres. Après, voilà, pour nous, la limite, c'est qu'on est dans des systèmes où tout ne dépend pas de soi. Alors, vous questionnez dans un autre ouvrage la notion d'innovation, qui est un terme assez en vogue aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais vous tempérez cette notion en l'associant avec celle de responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, a priori, une contradiction entre ces deux termes ? La notion d'innovation existe quasiment de tout temps. On a fini par la nommer à peu près au Moyen-Âge, et puis complètement définie en 1911 avec la théorie du développement économique par Joseph Schumpeter, 1911. Nous ne cessons d'innover de cette manière-là, 1911 jusqu'à aujourd'hui, à peu près 110 ans, où nous ne faisons que ça.
D'accord ? Les conséquences sont dramatiques. Tout est innovation. Cet écran devant moi, votre micro, la paire de lunettes, ce bureau, le télétravail. l'ensemble est de l'innovation. Nous minimisons le fait que nous sommes entourés en permanence d'innovation. La difficulté est que cette innovation-là a été tournée avec Schumpeter que vers le profit. Les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont de 3 ordres. Un, environnemental, on en parle tous les jours, tout le monde en parle en permanence, on le sait. Des gaz à effet de serre jusqu'aux pluies acides, c'est lié à l'innovation. La question politique, lorsque vous avez des caméras à reconnaissance faciale par exemple, c'est une question fondamentale liée à l'innovation et c'est une question politique. La 3e dimension, c'est la question humaine. Les cyborgs, le transhumanisme, c'est une question d'innovation et c'est une question, cette fois-ci, de l'humain. Autrement dit, nous avons été à la fois, et nous sommes à la fois dépassés et écrasés par l'innovation. Par un système capitaliste complet, c'est-à-dire un capitalisme exacerbé, qui va chercher simplement l'innovation pour le profit et qui va totalement ôter les 3 dimensions que je viens de nommer et dont le seul responsable est l'innovation. Nous n'avons pas le choix, si je reprends Jonas par exemple avec son principe de responsabilité, que si nous voulons continuer à avoir une vie authentiquement humaine, nous avons besoin d'injecter de la responsabilité. À ce titre-là, la responsabilité, c'est rendre compte de ses actes. Rendre compte de ses actes, ça nécessite un certain niveau de maturité. Je vais réussir à pouvoir innover et être responsable de mes actes si et seulement si je sais ce que je fais. Donc nous n'avons pas le choix que d'associer les deux, innovation et responsabilité. Charles-Henri Besser-Desor, est-ce que vous voulez réagir à propos de... Évidemment, alors là, je bois du petit lait, parce que je connais très bien les travaux de Schumpeter, mais tu as absolument raison. Ce qui est frappant, c'est de voir, par exemple, en 2019, il y a 2 ans, juste avant la pandémie, des patrons américains déclaraient que l'entreprise n'est pas faite uniquement pour satisfaire le profit, quoi, les actionnaires en quelque sorte, mais également d'autres parties prenantes. C'est une première brèche, je trouve, à ce que proposait Schumpeter. Mais on voit aujourd'hui questionner je dirais fondamentalement l'innovation avec l'IA. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va réellement nous amener comme monde de demain? Je ne parle même pas des emplois, et là ça vous concerne directement, mais c'est la nature même du travail. Et donc on a des innovations qui sont le digital pour moi. Depuis qu'on parle de révolution digitale, on en parle systématiquement dans une logique très très positive. Et là, on commence à voir apparaître des discours sur la consommation énergétique de tous ces énormes data centers, sur l'impact, alors on l'a parlé sur le télétravail, la santé humaine, etc. Mais j'étais très choqué de voir tout ce discours ultra positif, positiviste, très schumpeterien, puisque de cette révolution digitale. Personne n'a vraiment écrit sur la dimension noire du digital. Je veux dire, c'est quand même, il faudrait faire vraiment. Mais on commence à s'apercevoir de ses conséquences. De plus en plus. Et d'ailleurs, la pandémie nous a un peu aidés sur ces aspects. Effectivement. Et alors, pour finir, justement, dans ce monde où les risques sont nombreux et où on fait face à une crise environnementale très inquiétante, et un essor aussi de l'individualisme, on en a parlé. Vous considérez que l'imagination peut nous aider à surmonter toutes ces difficultés? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, on revient un peu sur... ça fait une très bonne transition avec ce que vous venez de dire à propos de l'individualisme. Il ne faut jamais confondre l'individualisme et l'égoïsme. L'individualisme est fondamental si un individu veut se développer, par son éducation, par la société, par son environnement. Ce n'est pas l'égoïsme. L'égoïsme va aller chercher ses propres intérêts. Sans individualisme, vous n'existerez pas. La somme des individus fabrique la société. En tant qu'individu, comment je vais réussir à me développer, si ce n'est pas avec l'imagination? Cette question-là est fondamentale. Vous n'avez aucun progrès qui n'a existé sans une forme d'utopie ni d'imagination. Seule l'utopie va nous permettre justement de nous porter vers quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on peut imaginer, que l'on peut travailler. Sans cela, vous faites quoi? Vous regardez votre quotidien et vous devenez finalement une sorte d'espèce moribonde qui ne va jamais vers un avant. Pas de progrès sans utopie, pas de progrès sans imagination. L'imagination, c'est la capacité de s'ouvrir, d'étendre son cadre. On ne sort jamais véritablement de son cadre, mais par contre, on peut l'étendre pour justement essayer d'aller chercher d'autres formes d'utopie. Cette dimension-là est fondamentale. Oscar Wilde disait on ne peut pas regarder une carte s'il n'y a pas le territoire utopie qui s'y trouve. C'est exactement pareil pour notre cerveau, c'est exactement la même chose pour notre vie quotidienne. Si dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas d'une certaine manière une carte où nous avons l'imagination, alors qui sommes-nous?
Bien, merci de nous avoir parlé d'imagination et d'utopie. J'espère que ça nous aidera pour la suite. Merci Xavier Pavie, merci à vous, Charles-Henri Bessert-Desor et Fabrice Angéi d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis merci à vous aussi de nous suivre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.